Bienvenue sur la Station Spatiale Internationale. Enfin, c'est la taille d'un terrain de football, donc je me suis dit je vais essayer de faire un truc en 3D. Donc si ça apparaît pas, c'est que j'ai raté mon coup. Mais normalement, il y a une station spatiale qui devrait apparaître maintenant. Vous vous demandez sûrement comment on a pu envoyer un tel machin de 400 tonnes en orbite. Donc c'est sûr, on n'a pas pu l'envoyer d'un coup. Donc c'est pour ça que je fais une petite vidéo sur la Station Spatiale Internationale, mais cette fois je la fais en détail. À la base de la Station Spatiale Internationale, il y a en fait plusieurs projets nationaux. Chaque agence veut créer sa propre station. Ça commence par les Américains qui veulent créer une station qui s'appellera Freedom, puis les Européens qui veulent le MTFF, et enfin Mir 2 pour les Russes. Au fil des décennies, les pays finissent par s'unir sur un projet commun, reposant sur la coopération internationale, et on l'appellera la Station Spatiale Internationale. On décide qu'elle sera lancée à une altitude de 400 km de moyenne sur une inclinaison d'orbite de 51,6 degrés. De cette façon, vu qu'elle tourne autour de la Terre et que la Terre tourne également, l'ISS peut passer au-dessus de la majorité des zones habitées de la Terre. Cette inclinaison arrange aussi les vaisseaux Soyouz et Progress dans leur manœuvre vers la station. Le premier module sera russe. Zarya est mise en orbite le 20 novembre 1998. À partir de là, l'ISS démarre officiellement ses premières orbites. L'assemblage des autres modules commence seulement 2 semaines plus tard quand le nœud Unity est livré à Zarya par la navette Endeavour. Puis Zvezda, lancé par une fusée Proton, s'arrime en juillet 2000. Après un peu de travail manuel d'astronautes venus en navette, l'ISS est enfin prête à recevoir un équipage. L'expédition 1, avec 2 Russes et un Américain, part le 31 octobre 2000 pour 140 jours à bord de l'ISS. Juste avant leur départ, l'ISS s'est vu poser la poutre Z1. Elle relie les modules pressurisés à toute la future partie énergie. Pendant l'expédition 1, 3 navettes viendront continuer la construction de la station. STS-97 posera le premier jeu de grands panneaux solaires, STS-98 s'occupera de livrer le labo américain Destiny, et STS-102 fera une mission de cargo. L'expédition 1 repartira à bord de Discovery. Alors je vous vois déjà venir et me dire « Ouais mais attendez, ils sont venus avec un Soyouz, mais ils repartent avec la navette ». Eh bah oui, car à bord de Discovery, pendant l'allée vers l'ISS, il y a 2 Américains et un Russe parmi l'équipage, et ils vont relayer l'expédition 1. Celle-ci rentre donc dans la navette, et l'expédition 2 s'installe à bord de l'ISS avec le Soyouz en cas de problème. En 2001, les livraisons continuent. Le bras robotique Canadarm2 arrive à bord d'une navette, et une autre livre le sas de sortie spatiale Quest, et les Russes livrent le port Pierce pour l'amarrage et les sorties spatiales russes. Tandis que les expéditions continuent à se relayer à bord sans interruption, en 2002, on démarre l'assemblage de la poutre. Cette immense structure de 100 mètres et d'une centaine de tonnes va supporter les gigantesques panneaux solaires, les régulateurs de chaleur et énormément de systèmes électriques. Il faut donc la lancer en plusieurs morceaux. Il faudra 4 vols de navette en 2002 pour poser 3 segments de 14 mètres chacun et une plateforme mobile pour que le bras robotique puisse se balader le long de la poutre. Mais en 2003, la navette Columbia est détruite lors de sa rentrée atmosphérique. Les navettes sont clouées au sol. Bien que les vols reprennent en 2005, la fin des missions navettes est annoncée pour 2011. Il faut terminer la station. Et accessoirement réfléchir aux moyens de la ravitailler sans navette. L'assemblage reprend en 2006 et 2007 pour poser 2 nouveaux éléments de la poutre. En fin 2007, le nœud Harmony est amarré. Un nœud est un module qui a des ports un peu partout afin d'y amarrer d'autres modules dans d'autres angles. C'est comme le croisement de plusieurs rues si vous voulez. Bref, l'ISS commence à avoir la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. En 2008, on installe le labo européen Columbus et en face démarre l'assemblage de Kibo, le labo japonais qui se terminera en 2009. En 2009 également, on termine la poutre de la station et les Russes livreront le module Poisk pour amarrer les vaisseaux Soyouz et Progress. Le 8 février 2010, la navette Endeavour décolle de Floride avec une double cargaison à bord. Il s'agit d'une Tranquility et la coupole d'observation. Les Russes envoient ensuite Razvet, un nouveau port d'amarrage. En 2011, le programme des navettes va s'arrêter. Durant leur mission de ravitaillement de la station, les navettes avaient dans leur soute un module cargo, le MPLM. Conçu par les Européens, il amenait du ravitaillement à l'aller et revenait sur Terre avec les débarras de la station. On décide qu'il pourrait être utile comme lieu de stockage permanent de l'ISS. Le MPLM Leonardo devient un module permanent et est renommé PLM Leonardo. Il faudra attendre 2016, soit 5 ans, avant qu'un nouveau module ne s'ajoute. BIM. Conçu par la société privée Bigelow, il a la particularité d'être un module gonflable. Il a été lancé plié et a été gonflé manuellement pendant plusieurs heures. Il s'est montré particulièrement résistant à l'environnement de l'orbite basse face aux dangers des débris spatiaux. Au final, ça nous donne l'objet le plus cher de l'histoire, une station spatiale de 400 tonnes et de la taille d'un terrain de foot. Depuis l'expédition 1, la Station Spatiale Internationale a été habitée en permanence par des humains. Cela fait plus de 16 ans que des équipages se relaient à bord. Et actuellement, un seul vaisseau peut envoyer des astronautes sur l'ISS, et c'est le Soyouz. Au départ, il y avait 2 moyens de se rendre sur l'ISS, un Soyouz russe ou la navette américaine.
Mais après l'arrêt des navettes spatiales en 2011 et depuis lors, le Soyouz et sa petite capsule pour 3 personnes est la seule possibilité pour rejoindre l'ISS. Ce vaisseau extrêmement fiable a fait ses preuves depuis des décennies. Lancé depuis le Kazakhstan, il peut emmener 3 personnes sur l'ISS en 2 jours. Avec de nouvelles mises à jour, c'est désormais possible de rejoindre l'ISS en seulement 6 heures. Le vaisseau comporte 3 parties, le module orbital qui sert de petit lieu de vie, le module de descente qui est le cockpit et le module de service qui contient les moteurs, les panneaux solaires et différents systèmes. Actuellement, si vous partez à bord d'un Soyouz pour l'ISS, vous reviendrez normalement à bord du même Soyouz. Et au retour, le module orbital et le module de service seront largués et le module de descente vous ramènera sur la terre ferme. Mais le Soyouz a une capacité d'emport limitée. C'est sûr qu'on ne peut pas envoyer tous les vivres pour 6 mois, les carburants et les expériences scientifiques dont vont avoir besoin les astronautes pendant les 6 mois. Donc il faut absolument envoyer des cargos. Et on a plusieurs cargos non habités qui vont jusqu'à la Station Spatiale Internationale. Le Progress, un dérivé du Soyouz totalement automatisé et qui était déjà en service à l'époque de Mir, l'HTV, cargo japonais, l'ATV de l'Agence spatiale européenne, qui était lancée par Ariane 5 et qui aujourd'hui n'existe plus, et les 2 autres conçus et lancés par des sociétés privées, le Dragon et le Cygnus. Contrairement à l'ATV et au Progress, les cargos Dragon, Cygnus et HTV ne peuvent que se rapprocher de la station. Pour les amarrer, les astronautes doivent les attraper avec le bras robotique de la station et les amarrer manuellement. Les Progress peuvent aussi remonter l'orbite de la station. S'il va pleuvoir... En parlant de l'orbite, elle permet de faire un tour du monde en 1h30, de voir 16 couchers et levées de soleil par jour à la vitesse de 28 000 km/h. De par son orbite inclinée, chaque orbite se fait au-dessus d'un territoire différent, ce qui donne une trajectoire sinusoïdale si on la pose sur un planisphère. Allez, ça tourne toujours. L'ISS tourne autour de la Terre tourne sur elle-même, mais la Terre tourne aussi autour du Soleil. L'ISS connaît donc des saisons. Plusieurs fois par an, le Soleil ne se couche pas à bord de l'ISS. Il descend vers l'horizon avant de remonter. Le souci à 400 km d'altitude, c'est le freinage atmosphérique. Même si on est dans l'espace, il y a encore un peu d'atmosphère. Comme une main tendue à l'extérieur d'une voiture, l'air s'appuie sur l'ISS et a tendance à la faire ralentir, ce qui la fait descendre. Il faut donc régulièrement rehausser son orbite en allumant les moteurs du Progress. La station regagne donc de la vitesse et de l'altitude. On utilise aussi les moteurs de manœuvre pour éviter des gros débris spatiaux qui pourraient menacer la station. Cela n'empêche pas l'ISS d'être mitraillé de débris, la plupart fins comme un éclat de peinture, mais qui peuvent être potentiellement dévastateurs. Pour lutter contre ce danger, les modules de l'ISS ont plusieurs couches de blindage. La Station Spatiale Internationale elle est quand même bien faite. On a des ports d'amarrage qui peuvent servir pour les vaisseaux russes, les vaisseaux américains, il y en a partout. On a des panneaux solaires qui fournissent une quantité délirante d'énergie. Cette énergie, elle est stockée dans des batteries, des grosses batteries qui permettent de faire tenir l'ISS en énergie quand elle est derrière la Terre et donc dans la nuit. Et il y a masse de hublots pour regarder la Terre. Mais ils n'ont pas que ça à faire. Parce que là-haut, ça travaille. L'entretien de la station et les expériences scientifiques, c'est le quotidien des astronautes sur l'ISS. Ils sont dépendants du bon fonctionnement de la station. L'eau est recyclée dans les urines et la sueur, l'oxygène aussi. Pour le reste, que ce soit la nourriture ou les vêtements propres, c'est assuré par les cargos. La nourriture est contrôlée, conditionnée, de façon à ce qu'elle survive au voyage et à la conservation, sans risquer de rendre l'équipage malade. Les vêtements neufs arrivent par cargo, et les vêtements sales repartent dans le même cargo, devenu une poubelle, qui se consume dans l'atmosphère avec les matières fécales des astronautes, et d'autres joyeusetés. Et puis même là-haut, le sport c'est quand même important. 2h30 de sport tous les jours de la semaine pour contrer les effets néfastes de l'apesanteur sur les muscles et les os. Et puis il y a les EVA, le saint graal des astronautes. Ils enfilent une combinaison pressurisée et sortent dans l'espace, la plupart du temps pour réparer ou améliorer un système de la station. D'une durée de 6h30 en général, ces sorties sont éprouvantes pour les astronautes qui ont une liberté de mouvement assez restreinte à cause de la combinaison, mais une vue imprenable. Le planning quotidien des astronautes, tout comme les sorties extravéhiculaires, sont planifiés, minutés par le contrôle au sol. Tout est fait pour optimiser le temps à bord et prévoir les problèmes. Mais ça n'empêche pas quelques ennuis. En 2013, lors d'une sortie dans l'espace, la combinaison de Luca Parmitano a un problème. De l'eau de la combinaison s'infiltre dans son casque. Il manque de se noyer dans l'espace. L'espace est donc un milieu dangereux. Ah, l'ISS a quand même encore de beaux jours devant elle. Les nouveaux vaisseaux habités de SpaceX et Boeing devraient entrer prochainement en service pour permettre aux astronautes de rejoindre la station sans nécessairement faire appel au Soyouz, et de nouveaux modules pourraient être ajoutés. En revanche, les systèmes de la station vieillissent et elle sera un jour démantelée et désorbitée. En attendant, elle continue à tourner autour de notre planète, habitée en permanence par l'homme.